Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition à langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce jeudi 6 août 2020, les titres pour démarrer. Les initiateurs de la correspondance adressée à Évariste Ndayishimiye sollicitant le rapatriement ont fait la ruse pour y inscrire certains réfugiés à leur insu. Vous suivrez au cours de cette édition un témoignage d'un de ces réfugiés. Pour le représentant des réfugiés urbains au Rwanda, les concepteurs de ces listes devraient plutôt être interrogés. 7 ans après la tenue des États généraux de la justice à Gitega, le bilan reste négatif. L'analyse de Faustin Ndikumana, consultant indépendant, qui propose 5 points incontournables pour qu'il y ait réforme dans le domaine de la justice. La mauvaise santé des détenus ainsi que les conséquences économiques des ménages et du pays dans l'ensemble sont parmi les risques de la surpopulation carcérale. C'est l'organisation ACAT Burundi pour la 4e journée de sa campagne pour le désengorgement des établissements pénitentiaires au Burundi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt, certains réfugiés du camp de Mahama font savoir qu'ils figurent sur la récente pétition envoyée au président de la République sans avoir été consultés. L'exemple est de cette femme qui a été inscrite avec toute sa famille de 8 personnes sans être consultée. Ces réfugiés trouvent que les signataires de cette pétition, sortie dimanche dernier, ont d'autres visées ou un agenda caché. Suivez ce témoignage. Mon statut porte le numéro de 57 00000 558 sur cette liste composée de plus de 300 personnes. Je suis à la 164e position. De la 164e position à la 172e, toutes les personnes sont membres de ma famille. Personne d'entre nous n'a été consulté. On n'a aucune idée sur ce dossier de rapatriement. Je ne suis pas pressée pour rentrer car ma seule richesse est mes enfants qui sont avec moi ici au camp. Sinon, j'ai déjà oublié tous les autres biens que j'avais au Burundi. Nous allons rentrer quand la paix sera rétablie. L'élaboration des listes des réfugiés burundais de Mahama et la procédure de demande de rapatriement n'ont pas suivi la cour normale. Patrice Nadoka, représentant des réfugiés urbains au Rwanda, s'étonne de voir que plusieurs réfugiés ont été inscrits à leur insu. Il demande que les concepteurs de ces listes soient plutôt arrêtés et interrogés. Suivez. Les gens qui ont signé une pétition, une demande administrative, mais qui n'est pas quand même aussi administrative, puisque si elle était administrative, elle aurait été signée par les représentants des réfugiés du camp de Mahama. C'est une procédure tout à fait inadaptée parce que la procédure officielle de rapatriement des réfugiés est simple. Le gouvernement du Burundi devrait approcher les différents gouvernements qui ont accueilli les réfugiés pour négocier un retour digne des enfants du pays. Il y a une autre étape, il y a des représentants des réfugiés qui sont envoyés dans le pays d'origine, le Burundi, pour s'enquérir de la situation et qu'ils viennent tranquilliser les frères et sœurs et expliquent que le retour est possible, donc que la sécurité est bonne. Alors, ce qu'ont fait l'équipe de ces 5 personnes qui ont signé la lettre, ils ont vraiment dépassé les limites parce qu'ils devaient même être poursuivis par la justice parce qu'ils se permettent d'inscrire des gens sur les listes qui ne sont même pas du camp. J'ai été appelé par plusieurs personnes me disant qu'ils se sont retrouvés sur cette liste avec la falsification de leur statut, de leur numéro de statut. Ça, c'est grave. C'est vraiment une faute lourde pour quelqu'un, une personne d'une certaine maturité. J'interpelle tous les réfugiés, que ce soit les réfugiés du camp de Mahama ou les réfugiés urbains, qu'ils attendent dignement leur retour dans le pays.
Et l'usage d'insultes envers les réfugiés par les autorités burundaises inquiète également le représentant des réfugiés urbains du Rwanda. Patrice Nadohoka dit que c'est regrettable dans le contexte actuel où le gouvernement burundais chante à chaque occasion qu'il est prêt à accueillir les réfugiés qui souhaitent retourner dans le pays. C'est après les propos du porte-parole du président Jacques-Claude Karegwa tenus sur les ondes de la BBC traitant les réfugiés de mendiants suivés. Les autorités burundaises actuelles, à commencer par le président de la République, adoptent un langage aujourd'hui qui vraiment ne tranquillise pas les réfugiés burundais qui sont éparpillés dans les différents pays de la région, parce que c'est un langage qui sous-estime la valeur humaine. Je pense qu'il devrait adopter plutôt un langage d'un père de la nation, parce que si vous commencez à injurier une partie de la population qui est dans une extrême nécessité d'être réhabilitée dans ses droits, c'est vraiment décourageant. C'est décourageant parce qu'on doit quand même garder notre dignité et nous restons de Burundais à part entière. Donc je ne comprends pas comment les autorités burundaises, le président en particulier et le porte-parole de la police, puissent dénigrer d'une manière aussi grave les réfugiés burundais qui sont dans les différents pays de la sous-région. Justice à présent, 7 ans après la tenue des États généraux de la justice à Gitega, le bilan reste négatif. Dans son analyse, Faustin Ndikumana, consultant indépendant, indique que l'événement avait suscité de l'enthousiasme car la nation tout entière projetait à une réforme considérable de la justice. Selon lui, 5 points nécessitent d'être mis en place pour qu'il y ait réforme dans le domaine de la justice. Suivez ces explications. Aujourd'hui, on constate qu'après la session des ministres est toujours là, mais chaque ministre, quand il vient, on dirait qu'on retourne à la case de départ, parce que les réglementations restent les mêmes, que la justice est corrompue, est inefficace. On pourrait même se poser la question si les ministres qui ont un effort, mais j'imagine que non. Chaque ministre, je crois qu'il a fait son effort pour bouger les choses. Mais la réforme de la justice en soi exige un dépassement de soi au niveau du haut sommet et l'intervention de la volonté politique au plus haut sommet. Concrètement, moi je propose 5 axes pour avancer vers la réforme de la justice. Il y a d'abord la conscientisation et la sensibilisation de la population du sommet à la base sur le rôle crucial de la justice, dans le renforcement de la paix et le développement économique de chaque pays. On ne peut pas avoir une paix durable sans la justice dans un pays. Même le pape VI a dit un jour, si nous voulons construire la paix, construisons d'abord la justice. 2, il faut parvenir à reconnaître l'autorité judiciaire comme troisième pouvoir, qui est séparé du ministère de la Justice, notamment en reconnaissant le pouvoir de la Cour suprême, en réformant le statut de la Cour suprême, en protocole du président de la Cour suprême, le budget de l'autorité judiciaire, la mise au de la Haute Cour de justice. Il y a des symboles qui doivent être faits pour marquer la reconnaissance effective de l'autorité judiciaire comme troisième pouvoir. Troisièmement, c'est la gestion objective professionnelle de la carrière des magistrats, du recrutement à la gestion de la carrière, recrutement, promotion, des critères objectifs, l'inamovibilité des juges qui doit être consacré, le renforcement de capacités permanentes du personnel de la justice. Quatrièmement, c'est la mise de la chaîne pénale, notamment la réglementation des procédures d'arrestation. Parce qu'aujourd'hui, emprisonner les gens au Burundi est devenu un jeu d'enfant. Il y a même des autorités qui n'ont pas cette compétence, qui s'arrogent le droit d'arrêter, d'emprisonner les gens. Enfin, cinquièmement, il faut renforcer l'inspection de la justice pour sévir contre les magistrats véreux, incompétents et corrompus. J'imagine que ce service d'inspection de la justice doit être renforcé. Il faut y affecter des gens sages, expérimentés, qui doivent inspecter et faire rapport aux autorités compétentes pour réagir rapidement avec une expertise nécessaire contre les magistrats qui se méconduisent.
Et parmi les conséquences de la surpopulation carcérale figure la mauvaise santé des détenus ainsi que les conséquences économiques des ménages et du pays dans l'ensemble. C'est ce qu'indique l'organisation ACAT Burundi pour la 4e journée de sa campagne pour le désengorgement des établissements pénitentiaires au Burundi. Suivez ici Anita Gateretse, elle est coordinatrice des projets au sein de l'ACAT Burundi. Surpeuplement des établissements pénitentiaires est la cause de l'insalubrité et conséquemment des maladies. Les maladies contagieuses se propagent très rapidement, surtout que les dispensaires qui se trouvent dans les prisons disposent de moyens très limités pour faire face à ces maladies. Le cas de la maladie qui s'est manifestée le mois passé dans la prison de Gozi et qui a emporté la vie des détenus illustre bien cette situation. Cette campagne est menée au moment où le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent due au coronavirus. Nous avons remarqué que la distanciation sociale est l'un des moyens sûrs de lutter contre cette pandémie qui n'a jusqu'à présent ni vaccin ni médicaments. Comme nous l'avons remarqué, beaucoup de pays ont pris des mesures barrières, parmi lesquelles le désengorgement des prisons pour éviter ou limiter sa propagation. Notre pays ne peut pas alors rester en arrière pour ne pas prendre les mêmes mesures, étant donné que nos établissements pénitentiaires sont largement dépassés par des effectifs encombrants de détenus. Ces effectifs élevés de détenus ont des effets néfastes sur l'économie du pays, étant donné que celui-ci doit dépenser beaucoup de moyens pour assurer la survie des prisonniers, même si les subsides sont encore insuffisants, ce qui explique d'ailleurs les conditions déplorables dans lesquelles vivent les détenus actuellement. Il s'agit également de rappeler que l'emprisonnement prive la personne détenue de l'accès à ses activités quotidiennes et conséquemment freine la croissance économique de sa famille et même l'économie du pays en souffre d'une manière ou d'une autre. Et dans la suite de la série de témoignages et parcours sur la télévision Renaissance, nous vous proposons aujourd'hui un extrait de Modeste Nahimana, une jeune fille rescapée des massacres de 1993. Et elle est née dans la province de Muramvya, commune Bukeye, et il a été grièvement blessé en 2 temps, selon son témoignage. Elle a assisté également à l'assassinat de ses sœurs, sa mère et bien d'autres personnes. Suivez son témoignage. Ma mère est venue. Elle a été tuée après, à peu près 1 semaine après. Mais c'est ma mère qui a beaucoup souffert. Pendant toute 1 semaine donc, ma mère m'a nettoyé la tête, enleva tout le pus. Vous savez, quand vous avez été grièvement blessé, avec la machette, vous n'avez même pas l'idée de fuir. Moi, je ne me cachais pas. J'étais devenue comme un simple objet de décor. Il venait et tirait. J'avais ma couverture de gardien avec laquelle je me couvrais. Il voyait des mouches voler sans imaginer qu'il y avait une personne, mais un cadavre qui se putréfiait, alors que c'était bien quelqu'un qui respirait. Ils sont ensuite venus attaquer l'endroit où ma mère et d'autres avaient fui. Ma mère me disait de fuir avec elle, mais je lui rétorquais que je n'étais trop faible. Ma tête bouillonnait, mes bras bouillotaient. Même si vous les voyez maintenant dans cet état, c'est juste un miracle de Dieu. Mais même quand je tentais de m'enfuir, je ne faisais que quelques pas. Je me cachais dans les buissons le plus proche, ou alors je m'asseyais dans un champ de manioc, comme il y en a beaucoup à Bubanza. Il tirait, tuait, et moi je restais là. Je le regardais brûler des gens vifs et je restais là. 1 semaine plus tard, il y a eu une nouvelle attaque des militaires. Et ma grande sœur directe, qui était également enceinte, a été tuée avec une autre fille parce que mon père avait épousé 2 femmes qui étaient sœurs. Semaine après semaine, ils attaquaient. En plus, ils attaquaient quand ils venaient voler de la nourriture ou prendre du manioc dans les champs. Vous pourrez suivre l'intégralité de son témoignage qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de la télévision Renaissance, sur le compte Twitter et la page Facebook à partir de samedi.
Avant de clore cette édition, rappelons que les 4 porteurs du goutte de presse Iwachu totalisent ce jeudi 290 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et J.D. Arelimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.